Bonjour, c'est Patrice. J'espère que vous allez bien. Moi, oui. Le soleil est revenu. Je vais vous parler d'Alice, que j'ai rencontrée il y a quelques années, mais le temps a passé et on s'est perdu de vue. Il y a 1 an, j'ai déménagé à Toulouse. La magie des réseaux sociaux nous a remis en contact et j'ai découvert qu'elle avait changé de vie. Je l'ai rencontrée cet hiver pour enregistrer ce portrait. Je ne vous en dis pas plus et je la laisse vous raconter son histoire. Et il y a mon chat qui est en train d'essayer de rentrer alors qu'il n'a absolument pas le droit. Non, chat, t'as pas le droit. Ah oui, non. Je ferme. Il pousse. Non, tu n'as pas le droit de rentrer. Bonjour, je m'appelle Alice. Avant, j'étais plein de choses et maintenant, je suis céramiste. On est dans mon atelier que j'ai la chance d'avoir directement à mon domicile, puisque je vis dans une maison avec un garage qui a pu être aménagé pour y faire un atelier. Donc on est entouré de mes outils, de la terre, de mes matières premières, de mes poteries aussi. Celles qui sont terminées, celles qui sont en cours. C'est l'hiver, alors c'est un peu particulier pour le céramiste l'hiver parce qu'il n'y a pas de marché, c'est pas facile. Et en fait, contrairement à la vie salariale, la vie de potier et puis peut-être d'artisan, d'entrepreneur, et avec des rythmes différents selon les mois, selon les périodes. Eh bien là, l'activité est très calme. C'est un temps un peu d'hibernation où on mûrit les idées, on démarre peut-être des nouvelles collections, on démarche justement d'éventuelles boutiques, on s'inscrit au marché pour l'été. En fait, on prépare le printemps. Donc, comment ça va ? Pas top. Pas top, mais je sais pourquoi. C'est l'hiver et que je découvre la vie de céramiste d'hiver. Oh, j'ai voulu faire un nombre incalculable de métiers. Mais globalement, j'ai l'impression que ce qui m'a freinée à chaque fois, justement, c'est un ok, mais comment on fait pour en vivre ? Genre, ok, est-ce que je vais avoir du débouché ? Et ok, mais d'accord, créatrice ou décoratrice ou ce que tu veux, comment t'en vis au quotidien concrètement ? Je pense que c'est complètement une autocensure. Pour le coup, mes parents sont pas carriéristes, m'ont jamais imposé un choix d'orientation pour ce genre de raisons en tout cas. Et puis ils m'ont toujours fait confiance aussi. L'école, ça a toujours été facile pour moi. Donc en fait, ils s'inquiétaient pas et ils voyaient que j'étais dégourdie. Ils me faisaient confiance. Donc non, je crois que c'est vraiment de l'inquiétude de pas pouvoir en vivre en fait. Et donc arrive l'orientation post-bac, fac de bio, ok, pourquoi pas. Puis en fait, ça me plaît pas du tout la fac, c'est pas du tout pour moi. Donc j'arrête là et je passe en fait une année sabbatique à réfléchir. Ce qui était très bien et ce qu'on devrait tous faire en fait. Je pense que en post-bac, on est tous encore des bébés. Comment est-ce qu'on peut savoir ?
Et là, je découvre les métiers du cinéma. Et je réalise déjà que j'ai toujours aimé le cinéma. La façon dont ça se fabrique mêle justement l'artistique et le technique. C'est qu'en fait, c'est un art qui se crée collectivement. On peut pas, c'est très difficile de faire un film seul. C'est un art qui manie du matériel qui a besoin d'être maîtrisé. Les techniques du son, de la lumière, de la captation, c'est mine de rien assez scientifique, mais en même temps c'est un art. Et donc ça m'a plu et je me suis dit que c'était une piste à explorer. Et donc voilà, j'ai foncé dedans parce qu'il fallait faire quelque chose aussi encore. Et voilà, c'est... Je sais pas si je suis très contente de ce choix, parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc j'ai choisi ça, mais en fin de compte, ça ne m'a vraiment pas servi à grand-chose. En définitive, ça m'a... Ça m'a appris à travailler collectivement, ça c'est sûr. J'ai appris plein de choses sur comment étaient faits les films, mais rien qu'on puisse pas apprendre sur YouTube aujourd'hui. J'ai découvert un milieu professionnel en fin de compte assez violent. Donc c'était pas des expériences extraordinaires. Et j'espère que c'est un milieu qui va changer. Alors, je dirais pas que je me suis lancée dans la restauration. Je suis arrivée là par hasard. En fait, justement, il fallait que je paye mon loyer. Donc, on m'a parlé du fait que Starbucks recrutait régulièrement. Donc, voilà, je suis allée faire le troufion chez Starbucks. J'allais faire l'employé de base pendant peut-être 1 an. Avant d'être promue manager, parce que ça se passait bien, parce que au final c'était un univers professionnel qui était finalement beaucoup plus sain que là d'où je venais. Quand on est quelqu'un de loyal au travail, ce qui est mon cas, et qu'on a des objectifs inatteignables, on sombre vite dans une course en avant pour atteindre les objectifs que la hiérarchie a fixés. C'est quand même un système hiérarchique. C'est juste que c'est un système hiérarchique qui est plus encadré. Je pense que j'étais vraiment le bec dans l'eau, avec encore une fois le fait de me dire qu'il fallait gagner de l'argent pour payer mon toit. Et en fait, à partir de là, la plupart des expériences professionnelles que j'ai eues, j'ai été jusqu'au burn-out. C'est-à-dire que j'avais un fort sentiment de loyauté envers mon employeur jusqu'au craquage. Et donc, oui, à ce moment-là, je réfléchissais pas. Je crois que Starbucks, ça a fini en accident du travail. Je me suis déboîté l'épaule bêtement avec une machine. Et là, les quelques jours de retrait, où j'ai pu prendre un peu de recul et réaliser que j'étais dans une course effrénée après rien, parce que
les objectifs que les managers vont te mettre sont juste des carottes qui n'ont pas de goût. C'est juste des très mauvaises carottes. Donc voilà, j'ai réalisé que c'était des objectifs nuls, que c'était fait pour pas réussir à les atteindre et qu'il fallait que je m'en aille vite. Mais j'avais pris un intérêt, un goût pour le café, donc je me suis dit bah tiens, pouf pouf, allez on va chercher du côté du café. En fait, j'ai un peu joué à la marelle quoi, dans ma vie professionnelle. C'est ah tiens, je découvre ça, bon bah allez, on va aller par là, puis oh bah tiens, je découvre ça, puis on va par là, bon très bien. Et du coup, je fais un peu le tour des torréfacteurs à Paris, je regarde un peu, et puis tout simplement, je dépose des CV. Et je tombe chez un torréfacteur, un petit torréfacteur de quartier qui, à l'époque, je savais même pas qu'il avait plusieurs boutiques, c'est juste, je suis passée devant, je suis rentrée. Cette sensation de pas atteindre les objectifs fixés, que ça soit par toi-même ou par tes employeurs, où tu te rends compte que, en fait, quelle que soit l'énergie que tu mettes, eh bien, soit l'argent rentre pas assez, soit y a toujours un truc qui est fini par se casser la gueule, en fait. Et quand t'es... donc je sais pas si c'est inhérent au management en restauration ou si c'est parce que je m'implique trop, mais j'ai juste l'impression que... En tout cas, de voir le verre à moitié vide à chaque fois. De jamais vraiment réussir à le remplir, ce putain de verre. On a déménagé à Toulouse avec mon chéri et là c'était vraiment le flou quoi. C'était parti pour refaire un tour de dépôt de CV dans les salons de café. Sauf qu'à ce moment-là, à Toulouse, il n'y en avait pas énormément. Mais bon, bref, à Toulouse, oui, je trouve pas grand-chose. En tout cas, d'employeurs qui potentiellement m'intéressent. J'ai aussi fait pas mal de tout petits boulots juste pour les moments de creux. Et donc, c'était en serveuse de restaurant, tu vois. Donc je me dis bon bah au pire je fais ça et je tombe sur la façade d'un truc où je suis incapable de déterminer ce que c'est. Ça ressemble à un resto, ça ressemble à une garderie, ça ressemble à une aire de jeu genre McDonald's, piscine à balles, etc. Genre qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc je rentre, je tombe face à une nana, je dis bah salut, ça a l'air marrant ici, tiens voilà c'est mon CV. Genre vraiment je la joue comme ça et elle me dit ok d'accord et elle me rappelle, je sais plus si elle m'a rappelé le soir même ou le lendemain, mais elle m'a dit Alice il faut qu'on se rencontre absolument. Genre ok. Mais qui êtes-vous? C'est quoi déjà? Un restaurant, garderie. Donc c'était vraiment les deux, en plein centre de Toulouse. Et donc c'était un espace où les familles avec enfants pouvaient venir se relaxer. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans et demi finalement. Parce que justement, il n'y avait plus le marteau. C'est que il y avait effectivement des besoins d'efficacité, de manager des salariés. Alors là aussi, c'était des emplois précaires à temps partiel où les gens faisaient pas carrière, surtout que dans ce genre de lieu, c'est ouvert le week-end, les vacances. Il y a une forte activité sur la période de vacances.
Mais il se passe rien pendant la période d'école. Donc on pouvait pas avoir que des salariés en temps plein. Donc depuis d'ailleurs, elle a été liquidée, cette entreprise. Mais c'est vrai que ça a fini par me désespérer en fait de voir que malgré les efforts, malgré le temps passé, malgré l'énergie dépensée, on n'obtenait pas les résultats qu'on espérait, quoi. Donc ça use au fur et à mesure. Surtout quand après il faut aussi gérer les humains qui sont avec toi, qui vont, qui viennent, qui repartent définitivement, qui repartent fâchés, pas fâchés. Donc c'était une super chouette expérience qui s'est terminée là aussi malgré tout sur un début de burn-out. Je commençais à prévenir ma patronne. Je suis partie avec l'impression de l'abandonner. Parce que je savais que... Enfin, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me remplacer. Et donc ça te fout quand même une sacrée pression quand on te dit ça. Parce que moi, on m'a toujours appris que personne n'est irremplaçable. Sauf que là, moi, j'en pouvais plus. Et aussi, en parallèle de ça, j'ai redécouvert la poterie. Et donc c'est là l'ouverture. Il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Tu vas mourir sinon. Je passe l'été en vacances, tu vois. Et là, je rends visite à une amie céramiste de très longue date. Une amie qui c'était un peu ma grande sœur. Elle habitait quelques rues à côté de chez mes parents. Et elle a moins de 10 ans de plus que moi. Donc c'était tu sais, c'est la personne que tu vas voir quand tes parents te gonflent, mais qui est quand même adulte, tu vois. Donc ça aurait pu être une marraine, une grande sœur, tu vois. Elle avait un peu ce rôle-là. Et donc je vais la voir et je lui dis vas-y, montre-moi un peu le tournage là. Donc c'est la technique que j'utilise pour le façonnage de mes pièces. J'avais déjà pratiqué, mais là j'avais besoin de le faire. Je savais que c'était une technique qui m'apaisait, qui me faisait du bien, que j'avais pas pratiqué depuis 10 ans. Enfin, c'était quelque chose que j'avais fait quand j'étais enfant, quoi. Mais je savais que c'était ça que je voulais faire là. Et elle me met sur le tour et là, je sais pas, c'est assez radical en fait. Mais en fait, ça me fait vraiment, 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 vraiment du bien. Je sais pas trop où j'en suis dans ma vie, mais en fait ça là, c'est un point fixe. Pourtant ça tourne. C'est apparu comme une évidence et pour la première fois en fait j'ai pas refermé la porte. Justement le fait de me dire tiens j'aimerais bien faire de la couture, j'aimerais bien faire de la peinture, etc. Ok, mais là, cette fois-ci, on balaye pas d'un revers de la main l'idée d'en faire quelque chose de plus concret, d'y passer beaucoup plus de temps, d'en faire en fait un métier. Notamment parce qu'à ce moment-là aussi dans ma vie, financièrement, ça va très bien. Je pense que c'est quand même... ce qui c'est assez central. Ça me fait un peu chier de l'avouer, mais c'est vrai que je me serais probablement jamais autorisée à faire ça. En tout cas, je sais pas. Si j'avais pas
eu l'assurance que j'étais bien entourée, notamment parce que, par exemple, avec mon conjoint, lui n'avait pas de profession non plus. Pendant toute cette période où j'ai travaillé un peu d'arrache-pied sans trop me poser de questions, c'est que je me posais pas la question parce que de toute façon, j'avais pas le choix et j'avais pas le choix pour nous deux. De là à lui faire porter le chapeau, ça serait abusé. Et en fait, c'est la même année ou à peu près qu'il a décidé de faire lui aussi sa reconversion dans un métier assez porteur. Donc en fait, de ce côté-là, il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Effectivement, il y a un peu un effet vase communicant. C'est-à-dire que, ok, j'ai géré pendant des années, maintenant j'ai bien envie de faire ce qui me plaît. Ça te dit, on échange, on échange et c'est ton tour de faire quand même quelque chose qui te plaît, mais sur le plan matériel, c'est pas mal si c'est toi qui t'en occupes, quoi. En fait, il y a eu plein de petites choses dures. Ça a été le fait de partir de mon emploi précédent. Ça a été très dur. La formation en elle-même a été à la fois géniale et à la fois vraiment difficile parce que pendant un an, on est une dizaine de personnes qui misons tout dessus, parce que c'est 10 personnes qui se reconvertissent, donc qui ont lâché leur vie d'avant pour devenir céramiste. Y a un peu de pression quand même. Eh bien, je fais de la poterie. Donc moi, je fais principalement des pièces utilitaires. De la vaisselle, des bols, des tasses, des théières, des cafetières, du coup. Je suis toujours en fait entre l'art et la technique. Mais en même temps, je suis ambiguë, c'est-à-dire que quand on me dit « Ah, mais vous êtes artiste », ça me fait bizarre. Je me vois comme une technicienne, je me vois comme une ouvrière. J'aime beaucoup le terme artisane en fait, parce que pour moi il fonctionne vraiment. Oui, plus douce avec moi-même justement sur les objectifs inatteignables, mais en fin de compte c'est un conseil que j'essaye d'appliquer aussi aujourd'hui, oui, j'ai pas tourné 8 heures aujourd'hui et c'est pas grave. J'ai pas l'énergie de ça et en fait le coût à encaisser pour les jours où je vais m'être fait violence est beaucoup plus important que le coût tout simplement d'accepter d'être plus doux, quoi. Je sais pas si c'était très clair comme phrase. Bonjour, je m'appelle Alice, vous écoutez Déséquilibre. Le mot de la fin. Oh là là, faut pas dire un truc complètement bateau de type écoutez vos rêves. J'espère que le portrait d'Alice vous a plu. N'hésitez pas à en parler, laissez un commentaire et le partager. Ça paraît peu, mais c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast Déséquilibre. Le podcast qui parle des équilibres de vie.